Mesdames, Messieurs, chers confrères, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent à ce webinaire que nous, les laboratoires Infamedis, avons organisé en ce mois sacré de Ramadan. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter Ramadan Karim à vous et à l'ensemble de vos proches. Je me présente, Dr Ould Alim Saba, directeur médical. Je tiens à remercier vivement le professeur Nadjari, professeur chef de service psychiatrie à l'EHS Drid Hossi, membre fondateur et trésorier de la Société algérienne d'épidémiologie psychiatrique, qui va nous parler du post-confinement et pathologie psychiatrique. Si vous permettez, je souhaiterais vous présenter en quelques lignes les laboratoires Infamedis. Les laboratoires Infamedis ont été fondés en l'an 2002 par le docteur Salim Habes et sont rentrés en production en 2005. Les laboratoires Infamedis, c'est plus de 500 employés avec 2 sites de production, avec une surface de production de plus de 14 000 m². 12 lignes de production, 101 décisions d'enregistrement avec 108 produits commercialisés à ce jour. Nous avons aussi 54 produits en développement et en enregistrement, 8 formes galéniques dans les formes stériles et injectables. Nous sommes présents dans 14 aires thérapeutiques, dont la cardiologie, la diabétologie, la neurologie et bien sûr la psychiatrie, ainsi d'autres. Nous disposons d'un laboratoire de contrôle de qualité avec 35 collaborateurs et avec une force de vente de 130 délégués médicaux et commerciaux à votre service, les professionnels de la santé. Encore une fois, je vous remercie à tous pour votre présence, même étant virtuelle d'ailleurs en cette période de pandémie. Que Dieu vous protège et protège tous nos concitoyens. Avant de passer la parole au professeur Nadjari, je vous prie de bien vouloir transcrire, donc écrire vos questions, comme ça, à la fin de son exposé, il aura à vous répondre. Bon webinaire à tous. La parole est donnée au professeur Nadjari. Bonjour tout le monde. Les laboratoires Infamedis m'ont demandé d'intervenir aujourd'hui sur le déconfinement et les pathologies psychiatriques auxquelles nous avons affaire quotidiennement dans nos hôpitaux et nos cabinets. Alors, je parle bien de déconfinement, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait arriver un peu à nos patients une fois que ce confinement est terminé. Qu'est-ce qu'on pourrait rencontrer, nous, dans notre pratique quotidienne, une fois que ce confinement sera terminé, parce que c'est sûr qu'un jour, ce confinement partira et sera remplacé par le déconfinement. Alors, mais cela ne nous empêchera pas quand même de dire 2 mots sur ce confinement, cette situation complètement nouvelle pour nous, pour toute la population, qui consiste en une privation j'allais dire, de liberté, dans le sens où nous sommes obligés de rester chez soi pour éviter d'être malade, pour éviter d'être contaminé ou de contaminer d'autres personnes. C'est une mesure sanitaire qui permet un peu ou empêche le virus, comme vous le savez, d'aller au-delà de ce que nous souhaitons. Cette période de confinement a des conséquences, je dirais 2 mots avant de passer à autre chose. Si on devait un peu définir, voir un peu quelles sont les choses les plus importantes, il y a beaucoup de conséquences au confinement. Si on pouvait faire un petit travail de résumé, ça serait d'abord de parler un peu de cette baisse du contact social. Tout d'un coup, voilà, nous avons tous un contact social quotidien, important, différent, divers, et qui tout d'un coup disparaît, diminue, voire diminue. Il est, pour pas mal de certains auteurs, là, l'assimile à une certaine forme de jeûne social. Nous sommes en plein mois de jeûne. Le confinement serait une espèce de jeûne social.
les spécialistes ont remarqué que pendant cette période-là de jeûne social, de baisse de contact social, l'aire tegmentale ventrale au niveau de notre cerveau était stimulée. Et c'est justement cette aire tegmentale ventrale qui stimule aussi quand on est en privation de nourriture. Et la nourriture est un besoin important, vital pour l'être humain. Et beaucoup disent que le contact social aurait la même importance vitale aussi que la nourriture, puisque ce sont la même aire cérébrale qui est stimulée dans les deux situations. D'autant plus que si on revient un peu en arrière, pour nos ancêtres, il était toujours préférable d'aller chasser en groupe, de ramener de la nourriture en groupe que de la ramener seule. Donc, le contact social, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'être humain. Il a même une valeur vitale. Le confinement est aussi caractérisé par une diminution du contact physique, puisque nous ne rencontrons pas les gens, nous n'avons pas l'occasion un peu d'être en contact physique avec eux, les prendre dans nos bras, leur serrer la main, les prendre par l'épaule, tous ces séries de gestes qu'on faisait de manière parfois machinelle avaient une très grande importance, parce que d'ailleurs, beaucoup d'études montrent que cela diminuait, par exemple, la douleur. C'est-à-dire qu'on a remarqué que des gens avaient moins mal quand ils touchaient des personnes qu'ils aimaient bien. Donc, il y avait un côté aussi affectif et important. Que l'angoisse diminuerait quand les gens nous prenaient un peu par la main, quand les gens nous prenaient dans leurs bras. Et donc, ce contact physique qui diminue pendant ce confinement cette diminution ne nous permet pas d'être quelqu'un capable de gérer un peu ses angoisses et capable de gérer un peu ses douleurs. Il se trouve aussi que pendant ce confinement, nos désirs sont bridés. Nous ne pouvons pas en faire ce qu'on veut. On n'a plus le droit de sortir, on n'a plus le droit d'aller dans des endroits pour une partie, pour partager avec des amis, on n'a plus le droit de faire les magasins, on n'a plus le droit de se promener. Et tous ces désirs-là sont un peu mis entre parenthèses. Et nous arrivons plus ou moins à supporter cela grâce à l'intervention du système préfrontal. Le système préfrontal qui est un peu l'instance qui va un peu essayer de raisonner, trouver un peu des explications au fait pour pouvoir un peu supporter ces désirs bridés. Cela parfois ne marche pas et on voit des gens, par exemple, être dans des comportements tout à fait inverses et se permettre d'aller sortir, aller n'importe où, discuter et tout. C'est un peu une forme de opposée de ces désirs bridés. L'incertitude est très importante pendant ce confinement parce que l'être humain, il est un peu, son cerveau est quelque part fait pour lui permettre un peu de gérer, donc d'être dans une maîtrise un peu de ce qui arrive autour de lui, maîtriser surtout son environnement. Et voilà qu'une épidémie pareille ne nous permet pas de maîtriser puisque nous sommes dans une incertitude, on ne sait pas qui peut être touché, comment faire pour en échapper. Alors, il y a parfois des personnes qui supportent bien cette notion d'incertitude. Ils sont très à l'aise. D'ailleurs, c'est eux qui sortent le plus dehors, qui ne portent pas de masque et qui disent advienne que pourra. Voilà. Mais de manière générale, l'incertitude est source d'angoisse et nous retrouvons beaucoup cette incertitude pendant ces moments de confinement. Alors, ça ne va pas changer le… Un petit souci. Voilà. Alors, ce confinement, si on devait résumer un peu le type de symptômes les plus importants, deux grands symptômes qu'il faudrait canaliser et de l'étiqueter, si je peux me permettre le terme, et surtout aussi de la dépression. Celle-là aussi doit passer par le canal de l'étiquetage diagnostique pour un peu mieux affiner les prises en charge.
Ces symptômes peuvent s'inscrire dans des pathologies psychiatriques déjà connues ou bien inaugurer un tableau nouveau chez des personnes qui n'étaient pas forcément suivies, qui n'avaient pas d'antécédents psychiatriques particuliers. Alors, si je parle de déconfinement, ce n'est pas parce qu'il y aurait des pathologies liées à ce déconfinement, c'est juste un repère temporel pour dire un peu qu'est-ce qui pourrait un peu se passer après la fin de ce confinement. C'est-à-dire nous allons essayer de nous projeter dans l'avenir proche pour voir un peu qu'est-ce que nous devons faire, nous les psychiatres, dans quelques semaines, quand tout rentrera dans l'ordre. Nous allons probablement avoir des patients qui viendront consulter avec des tableaux différents, pour des plaintes différentes. Il faudrait qu'on soit prêt. Alors, on va essayer un peu de dresser un tableau, voir un peu qu'est-ce qui nous attend dans les jours qui viennent. Alors, on pourrait résumer les motifs de consultation future entre anxiété, dépression, troubles psychotiques ou autres. Bon, c'est des motifs de consultation habituels. Donc, nous allons voir les patients venir pour les mêmes motifs, mais avec peut-être des colorations différentes entre l'anxiété et la dépression. Anxiété sous toutes ses formes, connues et non connues, la dépression aussi, avec parfois même des décompensations graves sur le plan dépressif, les troubles psychotiques. Vous allez voir émerger un peu les grandes pathologies délirantes, la théorie du complot, que cette histoire de Covid-19 est un coup fomenté, donc il y aura de l'interprétation. Voilà, et puis d'autres tableaux, ça va des grands tableaux d'abus de substances à des troubles des conduites alimentaires. Pendant le confinement, les gens mangeaient pas de manière forcément saine parce qu'il y avait beaucoup de grignotage. Je parle d'avant le ramadan, et même après le ramadan, après l'heure du ftour, peut-être que les gens se goinfraient. Il peut aussi avoir des soucis de cet ordre-là qui vont apparaître et les gens vont essayer de consulter pour voir un peu. Ce sont des personnes qui vont rapidement lier ces troubles de conduite alimentaire à une problématique psychologique et ils viendront consulter pour demander de l'aide à ce niveau-là. Alors, lors du déconfinement, nous allons voir plutôt des patients qui ont déjà commencé à présenter des troubles pendant le confinement. Ces troubles-là vont continuer à évoluer par la suite. Les gens qui avaient des anxiétés liées à cette problématique de Covid-19 vont continuer à avoir la même anxiété, même après le déconfinement. D'ailleurs, on entend déjà les gens commencer à anticiper, dire même s'il y aura déconfinement, moi je vais peut-être éviter de sortir parce que le Covid restera. Il se pourrait que puisse être contaminé, donc cette anxiété va demeurer. Les TOC, certains patients ont commencé à manifester des symptomatologies de troubles obsessionnels compulsifs pendant le confinement, aidés un peu par ces mesures préconisées par les instances sanitaires, en quoi il fallait se laver les mains plusieurs fois, éviter de toucher les poignets, éviter un tas de choses qui étaient tout à fait compréhensibles et qui cadraient un peu avec ces recommandations d'ailleurs même de l'OMS et qui deviennent petit à petit, après le déconfinement, vont peut-être devenir des symptômes gênants, mettant un peu la vie du patient, un peu gênant le patient dans sa vie de tous les jours, et constituer de véritables troubles obsessionnels compulsifs. On va trouver aussi peut-être certains patients, toujours dans le cadre d'anxiété d'ailleurs, hein, c'est pour ça que c'est un symptôme majeur, les gens présentant des troubles d'anxiété généralisés qui vont venir voir les médecins avec l'idée que peut-être qu'ils ont une maladie, entre autres qui sont touchés par le Covid-19, en mettant en avant certains symptômes. Donc, il y aura beaucoup de plaintes hypochondriaques qui vont se manifester chez les patients qui viendront vous voir. Et après entretien, vous allez voir que tout a commencé déjà pendant le confinement. Donc, il y a une espèce de continuum de ces tableaux-là une fois que le confinement sera levé et qu'on sera en plein déconfinement.
Et je parle surtout des personnes qui n'avaient pas d'antécédents psychiatriques, qui commencent à avoir des problèmes pendant le confinement et déconfinement, qui avant cela étaient des personnes qui, sur le plan psychiatrique ou psychologique, n'avaient aucune espèce de souffrance. Ce sont des personnes qui nécessiteraient donc un suivi, du soutien, parce qu'ils viennent de signer là une certaine vulnérabilité endogène. Donc, il se pourrait que les choses récidiveraient. Donc, il faudrait les entourer avec un maximum de précautions et qu'ils doivent bénéficier de programmes de soins particuliers, non pas être dans une réassurance tout azimut, sans leur offrir un cadre de soins un peu plus soutenu et leur permettre un peu de passer ce cap avec beaucoup de confort. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur nos patients chroniques, les patients qui remplissent un peu nos consultations, qui viennent nous voir, notamment les patients souffrant de schizophrénie, les bipolaires. Ces patients-là ont vécu comme nous le confinement, et donc quand arrive le déconfinement, nous allons les recevoir avec parfois des tableaux qui sont un peu l'amorce d'une rechute, des tableaux où il y a une amorce de rechute, parce que le confinement a été un moment un peu de laxisme, on a d'autres choses en tête, on ne s'est pas beaucoup occupé d'eux, les traitements n'ont pas été pris de manière régulière. Parfois, il y a eu carrément un arrêt de traitement parce que les gens avaient peur de pénurie de médicaments. Donc, ils disaient, je vais peut-être diminuer les doses, comme ça j'aurai toujours la quantité avant que ce confinement se termine. Difficulté ou peur d'aller voir son médecin parce qu'il faut aller voir à l'hôpital. À l'hôpital, il y a des malades et ces malades-là peuvent être atteints du Covid. Donc, ces facteurs-là peuvent être des facteurs qui favoriseraient la rechute, sans oublier l'angoisse, parce que l'angoisse qui accompagne ce problème de confinement. Donc, ces facteurs-là peuvent être à l'origine de rechute et peuvent poser l'indication de l'hospitalisation. Nous allons peut-être voir l'indication d'hospitalisation être de plus en plus posée quand les malades viendront consulter chez nous. Nos patients chroniques peuvent aussi à ce moment-là venir présenter des comorbidités, c'est-à-dire que le confinement et puis le déconfinement ont été un moment propice à l'apparition de comorbidités, donc c'est le moment de les présenter au médecin pour pouvoir les traiter, des comorbidités qui peuvent être psychiatriques, c'est-à-dire des troubles anxieux qui s'ajoutent à une problématique schizophrénique, des abus de certaines substances qui s'ajouteraient à une problématique bipolaire, et j'en passe, ou carrément des problématiques cardiovasculaires, métaboliques, etc., enfin des autres organes, parce qu'encore une fois, ce sont des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de voir leur médecin s'ils étaient déjà atteints ou qui n'ont pas pu consulter pour la première fois devant des symptômes alarmes, d'autres cardiovasculaires ou métaboliques ou autres. Alors, un mot particulier pour la dépression. Donc, beaucoup de patients viendront consulter chez nous après ce confinement avec ce motif-là, qui est le motif de la consultation. Alors, c'est peut-être une dépression qui a déjà commencé avant, pendant le confinement, donc l'évolution va continuer. Les symptômes seront toujours là, c'est-à-dire le déconfinement ne va pas pour autant améliorer la pathologie. Il faut faire très attention pour faire la part des choses entre une dépression majeure qui peut entrer dans le cadre aussi d'un trouble bipolaire ou une dépression qu'on peut cerner et cadrer juste avec la problématique du confinement. Et je pense que tous nos confrères auront le souci de chercher derrière cette dépression s'il n'y a pas un trouble bipolaire qui commence son évolution. Donc, il faut bien évaluer l'impact du confinement sur cette dépression pour voir quel rôle a joué ce confinement. Est-ce que c'était juste un facteur précipitant où il a été vraiment à l'origine de cette dépression? Et puis voir un peu, rechercher un peu de violence, parce qu'on a, pendant le confinement, des violences peuvent apparaître,
être rapportées à l'intérieur des familles. Et donc, il faut aussi rechercher l'impact de la violence qui a engendré ce type de dépression. Deux mots pour le psychotrauma aussi. Beaucoup de gens se posent la question sur cette pathologie. C'est une pathologie que vous connaissez, qui est la seule pathologie psychiatrique avec une étiologie évidente. Il faut peut-être dire qu'une certaine proportion de personnes vont peut-être être sujettes à un psychotrauma. Cette situation-là de Covid-19, de pandémie qui peut conduire à des graves troubles respiratoires, à la nécessité de la réanimation et parfois à des décès, peut être à l'origine d'un psychotrauma. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, est-ce que le confinement a été une situation qui peut être l'étiologie même de psychotrauma? Je dirais oui, dans le cas où la situation d'enfermement est venue peut-être réveiller un ancien psychotrauma chez des personnes qui ont déjà vécu des prises d'otages, où ils étaient enfermés et tout. Le confinement peut venir un peu réveiller cet ancien psychotrauma. Mais le confinement lui-même, je pense qu'il ne faudrait pas considérer que forcément ça va être un moment avec apparition, à l'origine d'apparition de psychotrauma. Cela dit, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira pour voir un peu si le confinement à lui tout seul suffit à engendrer des tableaux de psychotrauma. Par contre, chez les personnes qui ont été touchées par le Covid-19, surtout s'ils ont présenté des formes sévères, quand il y a nécessité des soins intensifs, où le pronostic vital a été engagé, et donc l'idée de mort était là, ceux-là peuvent, une fois guéris, garder des séquelles et par la suite présenter, des mois après ou des semaines après, un tableau de psychotrauma avec réviviscence des scènes traumatiques, à savoir peut-être quand il était à l'hôpital et quand il avait des difficultés de respiration et tout. On peut aussi présenter des problématiques de psychotrauma dans le cas où on a perdu un proche atteint de Covid, quelqu'un de très proche. On peut aussi peut-être présenter par la suite des symptômes en rapport avec le psychotrauma. Pendant ce déconfinement, les psychiatres auront à gérer aussi des situations de deuil, de travail de deuil, puisque vous le savez tous que les personnes, la perte d'un être cher pendant cette pandémie est suivie par une impossibilité d'organiser des funérailles classiques. C'est pas possible de le faire comme on fait d'habitude, avec la présence de toute la famille. Pouvoir embrasser le défunt, pleurer à côté de lui dire des choses d'ailleurs, lui dire des choses comme s'il était en train d'écouter. On ne peut pas assister à sa mise en terre. Tout cela, cette absence de cérémonie, cette absence de protocole, cette absence de rituel qui accompagne la perte d'un être cher dans les familles, notamment les familles algériennes, et même d'ailleurs les autres familles, pas forcément algériennes, rend le travail de deuil difficile, voire impossible. Et cela se traduit dans pas mal de situations par des troubles anxieux et surtout par des troubles dépressifs. Et donc nous aurons, parmi les tableaux dépressifs que nous recevrons, il faudrait aller chercher des problématiques de deuil, des problématiques de travail de deuil qui n'a pas été fait à cause du protocole qu'il fallait respecter quand on perd un être cher touché par le Covid-19. En conclusion, je dirais que donc le déconfinement s'accompagnera sûrement de demandes de soins plus importantes. Donc nous allons avoir beaucoup de travail. Ces demandes vont être diverses parce que les plaintes vont être diverses. Chacun viendrait avec sa problématique propre. Et donc, je demande, je suis sûr que mes confrères et mes consoeurs, toutes les équipes soignantes, médecins et paramédicaux de la psychiatrie de santé mentale, vont faire preuve de beaucoup de disponibilité parce que c'est surtout cela qui sera important. C'est des gens qui viendront sans rendez-vous, c'est des gens qui viendront avec une demande pour les écouter dans l'immédiat et de faire preuve de beaucoup de flexibilité thérapeutique,
c'est-à-dire qu'il faut être vraiment au-delà du médicament, c'est-à-dire il y a certains cas qui nécessiteront peut-être des réajustements thérapeutiques, qui sont des mises sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, parfois même des antipsychotiques, mais il faudrait aussi prévoir un panel d'autres modalités thérapeutiques, psychothérapiques ou autres, qu'elles soient d'ordre comportemental, cognitif, systémique, puisque les thérapies systémiques ont une grande indication dans les problématiques notamment de deuil, de travail de deuil. De toute manière, la disponibilité est de mise et la flexibilité thérapeutique est de mise, et je vous remercie. Je tiens à vous remercier, professeur Nedjari, pour cet excellent exposé. J'espère que ça a été bénéfique à tous les participants. Il me reste qu'à vous souhaiter un Sahab Torkom et au plaisir de vous revoir. Au revoir. Merci, au revoir et Sahab Torkom tout le monde.